¿No puedo? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hemos dejado Bonjour à tous et à toutes. Nous avons attendu quelques minutes pour pouvoir bien organiser tout ce qui concerne le service d'interprétation simultanée d'espagnol en français. J'espère que vous allez tous pouvoir bien suivre et à partir de ce moment, si vous avez des questions ou des doutes, alors n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous le dire pour pouvoir résoudre toutes vos questions. Sinon, je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et tous. Nous sommes 74 personnes qui se sont inscrites. Nous attendons encore quelques minutes parce que j'attends que le reste des personnes nous joignent, mais nous allons essayer de commencer pour respecter les horaires prévus. Nous sommes ici dans le troisième stage de formation du projet RASPA. Dans ce cas-là, il s'agit d'expliquer le protocole de nécropsie de poissons. Et nous voulons également ajouter des informations sur l'anatomie, la physiologie et l'histologie comparée des poissons. Le stage donc compte avec 74 personnes inscrites. Ici, je vous montre le pays de résidence et de ce total, 48% sont au Sénégal, 14% en Mauritanie, 20% au Portugal et 16% se trouvent en Espagne. Donc, nous avons une représentation variée du point de vue des nationalités. Je vous remercie à vous tous de vous être inscrits. En ce qui concerne votre profil, vous êtes à 26% étudiants de vétérinaire et à 20% vous êtes des techniciens en aquaculture. Il y a également beaucoup de vétérinaires et également d'autres catégories telles que inspecteurs de santé, doctorants ou chercheurs. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir se voir et d'avoir cette formation à travers ce caméra web, mais malheureusement, nous le faisons comme ça, étant donné les possibilités actuelles. Je dois me présenter tout d'abord. Je suis María José Caballero. Je vais être responsable à une grande partie de ce stage. Le dernier jour, il y aura aussi d'autres participations de chercheurs qui travaillent sur le même axe de recherche que moi et qui travaillent avec moi. Je suis professeur à l'Université de Las Palmas de la Grande Canarie. Je travaille dans le département de morphologie, concrètement à l'unité d'anatomie pathologique comparée. En tant qu'enseignant, j'assure des cours à la faculté de vétérinaire, une faculté qui est relativement récente, qui a commencé en 1986 et à l'Université de La Laguna et à partir de 1989 s'est intégré à l'Université de Las Palmas. Pour les étudiants de Las Palmas, nous sommes agréés par l'Association européenne d'établissements d'enseignement vétérinaire européen. Nous avons obtenu en 2009 cette agrégation et nous avons renouvelé l'agrégation en 2021. Ça veut dire que nous avons le même niveau d'enseignement du reste des facultés européennes. Je voulais vous rappeler brièvement ce que représente pour nous l'enseignement avec des animaux aquatiques. Nous avons eu le privilège d'être entourés d'eau marine. C'est pourquoi, dès le démarrage de notre faculté, on avait considéré que l'enseignement avec des animaux marins était très important pour dispenser une bonne formation à nos étudiants. C'est pourquoi, dans le diplôme de la maîtrise précédente, nous avions 3 matières qui avaient à voir avec
cet environnement marin et avec les poissons. Ces trois matières ont été réunies dans une seule matière qui s'intitule Santé des mammifères marins et pathologie des poissons 2. C'est une matière qui est constituée par 6 crédits SETS du système européen de transfert de crédit. Elle est obligatoire et elle est dispensée dans la 3e année, dans le 2e quadrimestre de cette formation. Nous dispensons de la formation théorique et pratique pour former nos futurs professionnels vétérinaires en matière d'espèces marines cultivables et de mammifères marins aussi. Nous essayons de comprendre dans cette formation les connaissances biologiques, environnementales et qui vont jusqu'au diagnostic, traitement et prévention de maladies. Nous faisons une attention toute particulière aux aspects pathologiques, surtout à l'anatomie pathologique que constitue notre point fort. Cette matière a 3 objectifs fondamentaux. Tout d'abord, nous apprenons à faire la nécropsie de mammifères marins et des poissons. Nous apprenons les procédures de collecte d'échantillons pour établir les différents tests et pour réaliser les différents tests visant à l'établissement des diagnostics. Nous insistons sur la connaissance, l'identification et la description des altérations, des troubles morphologiques macro et microscopiques chez les mammifères marins et chez les poissons aussi. Et enfin, 3e objectif, nous œuvrons toujours pour approfondir les connaissances de nos étudiants en ce qui concerne la préservation des mammifères, de la santé des mammifères marins à l'état sauvage ou en captivité. Voilà les objectifs de cette matière dont nous sommes la coordinatrice dans cette formation en vétérinaire. Mais à part cela, nous sommes aussi intégrés dans l'Institut universitaire de santé animale et de sécurité alimentaire de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Cet institut universitaire est composé par 5 départements que je vous montre sur le slide. Et moi, précisément, je participe au département d'histologie et de pathologie animale. Dans cette unité, nous avons plusieurs pathologues et nous utilisons le diagnostic pathologique en tant qu'axe principal de notre recherche et de nos études. C'est ainsi que nos études vont sans doute commencer dans une salle de nécropsie avec l'animal décédé de n'importe quel type d'animal. Et par la suite, on va appliquer toutes les techniques de diagnostic pathologique utilisées dans notre discipline. On va se servir des histologies de routine ou aussi d'autres épreuves plus spécifiques d'histochimie, d'immunistochimie ou de microscopie électronique. Il est évident que les études sur les maladies exigent aussi d'autres épreuves diagnostiques telles que le diagnostic moléculaire, les tests PCR, le diagnostic bactériologique, parasitaire, plus spécifique, par exemple, toxicologique aussi, entre autres. Donc, nous pouvons réaliser ce diagnostic grâce à la coopération d'autres groupes, d'autres laboratoires de recherche qui siègent dans cet institut, ou bien parce que nous faisons appel à d'autres collaborateurs externes avec lesquels nous allons faire des recherches conjointes pour pouvoir réaliser ces études, ces analyses complémentaires à nos études de pathologie. Dans cette unité, dans ce département d'histologie et de pathologie animale, il y a encore des sous-départements dans lesquels nous travaillons avec les animaux aquatiques. Tout d'abord, nous avons l'unité, le centre de recherche sur les cétacés. C'est le centre atlantique de recherche sur les cétacés.
dont le coordinateur est le professeur Monsieur Antonio Fernández Rodríguez. Il a plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Et comme vous pouvez voir ici sur le slide, on vous montre les axes de recherche principaux de son travail. Tous les ans, pendant les dernières années, tous les cétacés qui arrivent sur nos côtes, ils font les nécropsies de tous les animaux qui échouent sur nos côtes et à partir de là, ils ont dressé la cartographie des maladies et des agents pathologiques qui touchent ces animaux. Dans ce cas-là, en l'occurrence, ce sont les mammifères marins. Nous avons aussi une autre unité, c'est l'unité de pathologie des poissons, dont j'assure la coordination. Et c'est similaire, notre point de départ est situé toujours à la salle de nécropsie dans laquelle nous allons recevoir les poissons. Peut-être c'est Fernando Real qui nous le fait parvenir, ces individus décédés à travers les contrôles de Ciguatera, par exemple. Donc, dans cette salle, en tout cas, nous allons réaliser les études morphologiques. J'ai une vidéo de présentation de cette unité que je vais vous présenter pour vous aider à comprendre cet organigramme. Mais avant de lancer la vidéo, permettez-moi de terminer. Ici, je vous montre le potentiel formatif vis-à-vis de nos étudiants. Nous pouvons former des étudiants au sein du diplôme des vétérinaires dans cette discipline concernant les animaux aquatiques. Non seulement nous, mais également d'autres enseignants-chercheurs de la faculté qui travaillent par exemple dans les disciplines qui concernent les infections. Ils apportent aussi leurs connaissances à ce diplôme de vétérinaire. Nous avons à l'Université de Las Palmas un master aussi en santé animale et sécurité alimentaire qui est dispensé tous les ans. Normalement, les cours commencent en octobre et terminent en juin. Chaque année, nous avons environ une quinzaine ou une petite vingtaine d'étudiants qui s'inscrivent dans ce master en santé animale et sécurité alimentaire. Et enfin, certains de ces étudiants vont continuer leur formation en faisant un doctorat en santé animale et sécurité alimentaire. Dans ces cas-là, nous allons former les étudiants à faire de recherches suivant des sujets de leur choix. Ils doivent trouver un enseignant qui va encadrer leurs recherches, leur thèse de doctorat, parce que c'est ça justement l'objectif de cette formation doctorale, d'obtenir le doctorat, de devenir docteur en la matière. Voilà notre filière sur les études qui consacrent beaucoup d'importance aux animaux aquatiques. Depuis la création de la faculté de vétérinaire, en effet, nous avons souhaité dispenser de la formation dans ce domaine. Maintenant, je vais lancer la vidéo de l'unité de pathologie. El vídeo está en español. La vidéo est en espagnol, mais nous allons l'interpréter. De toute façon, la vidéo est sous-titrée en français aussi et je suis sûr que vous allez pouvoir suivre. Donc, je vais partager la vidéo. Soy María José Caballero. Je suis María José Caballero, professeure à la faculté de vétérinaire de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Je suis vétérinaire diplômé par le European College of Aquatic Animal Health.
Je dirige l'unité de pathologie de poissons de l'Institut universitaire de santé animale et de sécurité alimentaire de cette université. Dans cette unité, nous faisons la nécropsie de poissons qui arrivent à nos services envoyés par les entités publiques et privées. Ces poissons ce sont des poissons sauvages ou issus de l'aquaculture ou des aquariums. Nous faisons un diagnostic pathologique qui comprend une étude macroscopique et histiopathologique de chaque organe. Et nous utilisons des techniques complémentaires pour identifier l'agent éthologique qui peut provoquer le décès de cette espèce. Nous fournissons donc un service rapide et efficace pour répondre à l'état de santé de l'espèce aquacole en question. Et cette unité collabore aussi dans plusieurs projets de recherche pour faire avancer la connaissance de l'état de santé de l'espèce aquacole, en particulier de ces espèces qui sont particulièrement intéressantes pour la consommation. Esto era una introducción para un poco que... C'était une introduction pour présenter notre service et pour pouvoir commencer maintenant avec notre formation. Après cette brève introduction. Sans doute, c'est une formation plus compliquée parce qu'elle va se faire en ligne et je vais être la seule oratrice pendant tout ce temps-là, mais c'est comme ça que nous devons procéder. Alors, permettez-moi de commencer avec la formation proprement dite. Un segundito. Permettez-moi une minute. Vale, entonces, después de la presentación, bueno, yo creo que quiero un poco... Après cette brève introduction, je vais vous expliquer les contenus du cours. Notre objectif, c'est vous former en matière de protocole de nécropsie des poissons et nous avons donc conçu 3 séances qui se dérouleront de 16 à 19 heures, heure locale des Canaries. Et nous avons élaboré une vidéo avec toutes les étapes à franchir pour mener à bien, pour suivre ce protocole réglementé de la technique de nécropsie. Et cela va constituer le noyau, la vidéo va être le noyau de la formation et nous allons le compléter avec des explications pour nous centrer sur chaque organe du point de vue de l'anatomie, de la physiologie et de l'histologie. Cela parce qu'il nous semble fondamental d'avoir une connaissance des bases de l'anatomie, la physiologie et l'histologie avant de faire face à toute pathologie. Donc, c'est un stage de base pour partager cette connaissance sur le protocole réglementé de la technique et mettre à point les connaissances sur les poissons. Et justement, sans doute tous les vétérinaires sont au courant d'autres types d'animaux, surtout des vertébrés, et donc nous espérons de contribuer à l'amélioration des connaissances. Aujourd'hui, c'est la présentation donc du cours et maintenant nous allons suivre un PowerPoint. Vamos a seguir con un vídeo, que este vídeo... Allons continuer avec une vidéo. Je vais passer la vidéo 2 fois, en français et en espagnol. De cette manière, vous pourriez suivre directement la vidéo sans le service d'interprétation directement en français. Suite à cette vidéo, nous menons une pause. Vous pouvez poser vos questions et par la suite,
nous allons projeter une deuxième vidéo, de nouveau dans les deux langues, et nous allons par la suite expliquer la vidéo avec le PowerPoint de cette deuxième partie, et finalement, un deuxième débat via le chat par écrit, ou bien vous levez la main et vous pouvez demander ce que vous voulez. Estoy preparando, vale, la presentación. A ver. Très bien, je prépare la présentation. Bueno, pues comienzo con el primer bloque. Voilà, nous commençons avec En realidad, la première partie. para mí es fundamental, ¿vale? No puedo empezar, o al menos yo creo, ¿vale? Que no se puede empezar lo primero haciendo ya una necropsia. Si antes, Je pense qu'avant de mener une nécropsie, vous devez avoir l'opportunité de collecter toutes les données. De cette manière, je pense que l'anamnèse est cruciale pour ensuite pouvoir dresser un diagnostic correct sur ce qui peut se passer à l'intérieur d'une installation aquatique ou aquacole. Alors, je commence avec cette collecte de données. Je vais passer en revue les différents aspects que vous devez tenir en compte. Face à un diagnostic pour une nécropsie, vous devez suivre ce checklist d'informations. Il sera clé pour pouvoir fournir un diagnostic exact. Alors, nous avons ici ce classement de poissons. Et vous voyez, nous avons un énorme nombre d'espèces. Près de 45 000 espèces de poissons. Chaque espèce ayant ses propres caractéristiques. Alors ici, moi je travaille surtout avec les télostères. Les téléostes, vous voyez ici les images des poissons que peut-être vous connaissez selon les différents territoires. Au moins, chez nous, voici les espèces les plus fréquentes. Mais ce protocole, vous pouvez aussi l'adapter à d'autres espèces cartilagineuses, par exemple, comme les requins. Nous pouvons avoir certaines variations selon des espèces téléostes ou bien des requins. Oui, bien sûr, il y aura toujours des variations. Il faut les connaître en plus. Si j'ai un animal, une raie, par exemple, dont l'anatomie est méconnue pour moi, alors la toute première chose que je vais faire, c'est étudier cette espèce pour connaître ses particularités anatomiques. Mais dans ce contexte, dans le cadre du projet RASPA, je pense que nous connaissons tous ces espèces et je pense que plus ou moins, vous pouvez connaître, comme je vous dis, toutes ces espèces. Nous pouvons travailler avec ces espèces. Alors, que dire de la collecte de données, l'anamnèse? Là, j'explique deux groupes de données. Il s'agit de données clés liées aux conditions environnementales, tout d'abord, et ensuite, nous avons un deuxième groupement de données liées à ce que moi j'appelle l'observation. Alors, si je ne vois pas directement ces caractéristiques dans les poissons,
qui sont dans la ferme, alors je dois demander. Je dois demander sur les antécédents, la mortalité, l'alimentation, des changements de comportement, etc. Alors, il faut respecter cette liste. C'est très important de toucher tous les éléments de la liste. Vale, voy a hacer un repaso, ¿vale? De estos datos, ¿vale? Me han dicho que vaya un poco más lenta. Alors, je vais rentrer dans les détails par rapport à ces données. Nous commençons avec les conditions environnementales. Tout d'abord, il faut connaître le milieu de culture, savoir les différencier. Nous pouvons parler d'une production sur terre ou bien dans des réservoirs, en cage, ou bien des poissons dans des aquariums. Voici les 4 possibilités de production ou bien une combinaison entre ces systèmes. Alors là, il faut toujours se poser la question. Voilà, ce système de production. Et je veux savoir quelle est la biomasse, la densité de culture selon l'espèce. Ceci est important. Selon l'espèce, cette densité de culture va changer. Alors, il faut demander cette donnée. Quelle est la biomasse dans ce réservoir, cette cage, l'aquarium, etc. Il faut aussi demander sur l'échange d'eau, comment l'eau est échangée, si c'est un système ouvert ou bien il y a une récirculation. Ceci va aussi nous donner des indices sur le problème que nous allons étudier dans cette installation, dans ce réservoir cage. Par rapport au réservoir en terre, il faut aussi connaître le substrat, la terre. Par exemple, dans les cages, il faut savoir quelle est la distance entre les cages, si le foyer de pathologie a lieu uniquement dans une cage ou bien on va l'identifier dans différentes cages. Tout ceci est très important de savoir. Et par la suite, collecter toutes ces informations. De même aussi, pour les cages, nous devons connaître la taille du filet, du réseau, de cette paroi de la cage. Parfois, l'échange d'eau peut être compliqué dû au fait que les filets sont sales, par exemple, alors ils ne vont pas favoriser cet échange d'eau. Ou bien, imaginez que dans ces cages, nous pouvons identifier des oiseaux externes qui se rapprochent des cages et qui peuvent provoquer une altération, par exemple. Toujours en parlant des conditions environnementales, nous devons aussi étudier les paramètres de l'eau. Donc là, il faut établir la température de l'eau, la concentration d'oxygène, la salinité, le pH, des données par rapport aux nitrites, nitrates, même aussi la couleur, la présence d'algues. Ce sera facile d'obtenir ces données. En plus, dans la plupart des installations, ces données sont très accessibles. Donc voilà, nous devons recueillir ces données. Peut-être ces installations vont utiliser des kits et non pas des
des outils, d'autres dispositifs manuels. Alors là, nous pouvons utiliser ces kits de tests colorimétriques ou bien d'autres fermes disposent d'un équipement beaucoup plus spécialisé qui va mesurer les la dissolution de gaz, etc. Dans tous les cas, vous devez recueillir toutes ces données. Nous passons ensuite à l'observation. Alors là, nous devons nous habituer à observer les poissons pour voir s'ils sont malades. Pour ceci, il faut observer l'aspect général du poisson, comment il va se comporter. Alors là, nous devons savoir l'espèce de poisson, le stade de vie, si ce foyer est identifié à les stades de vie de larves, alevin, adulte, reproducteur. Ensuite, quand a commencé la mortalité, c'est-à-dire établir le nombre de décès par réservoir par jour, ce serait idéal d'avoir cette information pour simuler une mortalité cumulée. Peut-être un début aigu, hier par exemple, ou bien le long de 2 semaines, nous avons identifié un certain nombre de décès par réservoir, par jour, etc. Alors voilà, ceci est important pour avoir un diagnostic sur la cause du foyer étiologique. Ensuite, il faut vérifier une éventuelle modification de protocole. Par exemple, si on a changé de régime alimentaire, peut-être le fournisseur a changé, alors nous devons savoir si ceci est respecté, si les aliments sont à l'extérieur, sous de température élevée. Ensuite, nous devons savoir s'il y a eu une manipulation des poissons, échantillonnage de poids qui peuvent manipuler les poissons dans les réservoirs. Ceci peut provoquer un stress ou bien l'entrée de nouveaux animaux. Aussi, par exemple, en terre, nous devons vérifier s'il y a eu peut-être une interaction avec d'autres espèces. Voilà, donc il faut voir si le protocole a été modifié pour aussi identifier l'origine d'une certaine pathologie. Ensuite, nous devons aussi étudier le traitement récent. Peut-être là, nous avons un foyer tous les 6 mois d'une certaine maladie. Alors ceci, il faut le savoir pour pouvoir prévoir le prochain foyer. Alors là, nous devons voir quel est le traitement en amont du foyer, connaître les antécédents médicaux et finalement aussi connaître la biosécurité du lieu. Si par exemple il y a des réservoirs de quarantaine ou par exemple les poissons vont passer un temps dans ces réservoirs de quarantaine pour vérifier qu'ils sont sains avant de les mélanger avec les autres animaux qui sont sains, etc. Toujours en parlant d'observation, quand il y a un foyer, normalement on voit que les poissons vont changer de comportement.
Par exemple, ils ne mangent plus, ou bien ils ont une habitude différente, ils mangent d'une manière différente. Voilà, donc il faut savoir comment identifier ces changements. Et alors, il faut identifier le comportement des poissons sains face aux poissons qui sont peut-être malades ou bien il y a une certaine morbidité. Donc, vous voyez ces schémas pour que vous puissiez voir le comportement d'un poisson sain face à un poisson malade. Par exemple, si nous avons une cage carrée en haut, à gauche, les poissons, normalement, vont nager toujours en groupe au milieu de la cage. Si, tout d'un coup, vous voyez des poissons qui nagent plutôt près des parois, normalement, il s'agira des poissons malades, puisqu'ils ne suivent pas le comportement habituel de la population saine. Si nous avons un raceway, en haut à droite, c'est cage allongée, alors nous allons voir les poissons malades d'un côté, sur un tiers de la surface, où l'eau va rentrer. Et peut-être de l'autre côté, nous allons identifier les animaux sains. Vous voyez, à chaque extrémité, les sains et les malades. Dans une cage maritime, un réservoir, les poissons, normalement, suivent une direction circulaire, un sens, et ils suivent tous le même courant. Si vous voyez, bien sûr, des poissons qui flottent, ceci est anormal, bien entendu, ou bien au fond de la cage, en bas, à droite, à gauche. Et finalement, en bas, à droite, si vous avez un réservoir rond, de nouveau, vous voyez les poissons qui nagent, qui suivent un courant, le même sens, normal, et les poissons malades, foncés, vous les voyez au milieu, ou bien qu'ils ne suivent pas le reste de la population. Alors, normalement, le technicien d'aquaculture va pouvoir identifier ces comportements anomaliques. Et il faut s'entraîner pour arriver à constater quand ces poissons peuvent être malades selon ces patrons de comportement. Ceci va nous permettre d'arriver à un diagnostic d'une manière plus facile. Ou bien, s'il y a une diminution de l'oxygène, une hypoxie, alors comment les poissons vont se comporter? Là, nous le voyons dans tous les systèmes. Alors, le poisson sain va chercher, bien entendu, l'entrée d'eau où il va trouver l'oxygène dont il a besoin. Alors, nous allons identifier ce comportement. Tous les poissons seront près de l'entrée d'eau. Si, en revanche, nous voyons qu'il y a des poissons qui ne vont pas se diriger vers cette entrée d'eau, alors ils vont occuper le reste du réservoir. Dans une cage, normalement, les poissons ne doivent pas être de cette manière, comme vous les voyez, ou bien le réservoir. Alors, vous voyez des différences de comportement que nous devons observer. Ce changement de patron va nous indiquer la présence d'un problème. Si les poissons montrent des signes cliniques, des symptômes cliniques, à part le comportement, là, il faut se poser la question de savoir ce qu'on peut observer chez les poissons. On peut voir des changements de la coloration de la peau, s'ils sont trop clairs, trop obscurs, s'ils produisent trop de mucus, c'est
quelque chose de normal aussi lorsque les poissons sont malades. Cette augmentation de la sécrétion des mucus, l'opercule est des fois ouvert parce que les poissons sont un peu asphyxiés. S'il y a des lésions externes sur la peau, comme des hémorragies, des ulcères, des desquamations, si on peut rencontrer des parasites visibles ou si on peut identifier d'autres déplacements de nage erratiques, par exemple, qu'ils tournent dans les aquariums, ils font des cercles quand ils nagent et ils font des cercles et ils tournent brusquement. Cela montre un comportement pathologique. Et d'autres fois, enfin, et cela est aussi très fréquent, il n'y a pas de symptômes cliniques. Et cela est normal parce que la plupart des fois, on nous dit « Ah, les poissons étaient bien jusqu'hier et aujourd'hui, ils sont morts. » Et on n'a rien apprécié. Et c'est quelque chose de très habituel, tout simplement parce qu'on n'a pas été capable d'identifier le comportement et les comportements bizarres, ou bien parce que c'était une forme aiguë de la maladie et provoque des décès du jour au lendemain. Donc, c'est très fréquent qu'on ne puisse pas observer des symptômes. Tout ce que je viens de dire est fondamental, que toutes ces informations soient notées. Je vous montre ici un formulaire d'exemple. On peut le trouver chez Noga 2010, mais chacun de vous, dans votre domaine d'action, vous devez élaborer votre propre formulaire et y signaler l'espèce de poisson, la mortalité cumulée. Si on a introduit un nouveau lot, quels sont les paramètres de l'eau, si on a observé un changement de comportement ou pas, si le rythme respiratoire a évolué. Toutes ces données doivent être recueillies dans votre propre formulaire. Si on vous envoie des poissons, c'est pareil, vous pouvez poser les questions à la personne qui vous le donne. Tout cela est fondamental pour pouvoir établir un bon diagnostic. Cela nous permet d'avoir une bonne idée et après, on va se poser la question de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour pouvoir établir un diagnostic sur ce qui se passe. Alors, en fonction de toutes les données collectées, je peux avoir une idée, je peux peut-être penser que je dois appliquer des techniques de parasitologie, bactériologie, virologie, histopathologie ou PCR, entre autres. Donc, il s'agit de savoir ce qu'on fait par la suite. Et alors, dans ce cas-là, nous allons commencer par les débuts. C'est-à-dire, nous devons avoir les individus qui ont manifesté une maladie parce que ces individus constituent notre principale source d'information. Donc, ces poissons doivent être choisis. Nous devons le recevoir. Nous devons recevoir les poissons moribonds ou les poissons qui sont décédés mais qui sont encore frais. Ça veut dire qu'ils viennent de mourir. Et non pas des poissons que j'ai rencontrés le matin, mais peut-être ils ont décédé il y a 12 heures. Oui, on peut établir les diagnostics avec ces individus s'il n'y a pas d'autre choix, mais ce n'est pas la meilleure solution. Des fois, ce qu'il faut faire, c'est de dire de ce réservoir, tu m'amènes alors des poissons vivants du même réservoir. C'est-à-dire, il s'agit de faire un échantillonnage de poissons et après, il faut aussi considérer le nombre de poissons. Combien de poissons nous souhaitons avoir? Bien, moi, j'ai mis ici des chiffres approximatifs.
Cela va dépendre de la ferme aquacole, de sa taille. Si nous avons la possibilité de recevoir au moins 10 poissons, tant mieux. Si ce sont de petits poissons, et on peut recevoir une trentaine de poissons, c'est bien aussi. Donc, c'est un peu une question de sens commun, c'est-à-dire il s'agit d'avoir un nombre suffisant de poissons pour pouvoir mener nos études et que ces études soient concluantes. Il faut savoir aussi comment collecter ces individus. Il y a plusieurs options là-dedans aussi, là-dessus. Il y a donc l'option de prendre les poissons vivants, c'est-à-dire les poissons sont pris et mis dans des poches, comme vous pouvez voir, dans des poches avec de l'eau du même réservoir et on va les transporter à notre service. Dans ce cas-là, il faut savoir appliquer un protocole d'euthanasie dont je vous parlerai par la suite et je vous montrerai aussi une vidéo. C'est-à-dire, si nous recevons les poissons vivants, nous devons les euthanasier. Mais la forme la plus commune peut-être de recevoir les poissons est des poissons réfrigérés ou congelés. C'est-à-dire réfrigérés, ça veut dire que ce sont des poissons qui ont été conservés dans le frigo à une température inférieure à 10 degrés et qui passent donc dans ce frigo environ maximum 24 heures. Une autre option, une deuxième option, c'est la congélation. Les poissons sont congelés parce qu'on ne peut pas les transférer, les envoyer à notre service le jour même. Les deux options sont bonnes, mais cela va dépendre, c'est-à-dire tous les envois ne sont pas adéquats pour les différentes techniques de diagnostic. C'est ça ce qu'il faut savoir. Et dans ce tableau, je vous montre cet aspect, justement. Si c'est un poisson frais, dans la première colonne, vous pouvez l'apprécier. On peut appliquer sur cet individu frais toutes les techniques. Cela constituerait le cas de figure idéal. Mais normalement, on nous le fait parvenir réfrigéré. Et dans ce cas-là, la plupart des techniques offrent de bons résultats pour la parasitologie, la bactériologie, la virologie ou le test PCR. Mais pour l'histopathologie, ce n'est pas la meilleure solution parce que cela peut provoquer des altérations de l'autolyse, par exemple. Ou bien, on nous envoie les poissons congelés. Dans ce cas-là, ce n'est pas la meilleure solution pour la plupart des techniques de diagnostic, mais si nous souhaitons faire des PCR, c'est-à-dire pour établir un diagnostic étiologique, cela serait une bonne option aussi. Voilà, cela vous sert de référence et pouvoir demander les poissons réfrigérés ou le plus frais que possible. Voilà, ce sont des messages qu'il faut lancer pour recevoir en échange les meilleurs individus possibles qui nous permettra de faire le meilleur diagnostic possible. Il y a aussi d'autres façons de recevoir les échantillons dans les services de diagnostic et c'est des poissons qui sont déjà préservés. Des fois, dans la ferme, le vétérinaire ou le technicien ouvre l'animal, obtiennent des échantillons, ils vont le fixer dans du formol et cela provoque une perte d'information. Je peux recevoir dans mon service ce type d'individu, ce type de poisson, mais peut-être donc la prise d'échantillon n'est pas faite correctement. On ne l'a pas observé avant son introduction dans le formol, on n'a pas pu observer s'il y avait des hémorragies ou autre, ou bien que l'échantillon n'a pas la taille adéquate. C'est-à-dire qu'on a pris un grand morceau et la fixation à base de formol n'a pas été faite correctement. Voilà, le risque d'avoir de la prise d'échantillons et de ne pas envoyer les poissons complets. Et après, si je sais clairement que ce sont des parasites,
On peut me dire que je prends l'échantillon parce que je veux faire de PCR. Si j'ai un historique et je vais me centrer sur un agent déterminé à travers la technique de la PCR, alors il faut prendre des échantillons pour l'analyse moléculaire. Mais si c'est pour un test d'ADN, alors dans ce cas-là, il faut le fixer à 90 ou 95% en éthanol. Si c'est pour un test ARN, il faut utiliser le RNA later. Donc, dans ces cas-là, ce sont des petits fragments qui doivent être stockés à moins 20 ou à moins 80 degrés centigrades. Il est vrai aussi que des fois, on va faire l'analyse bactériologique dans la ferme de provenance de ce poisson. On peut le faire avec un écouvillon. Ou on peut faire une plaque de pétri, même si ce n'est pas la meilleure solution. Et on peut le faire avec des milieux différents. En ce qui concerne l'analyse bactériologique, un aspect important à prendre en compte, c'est de savoir si le poisson a suivi un traitement antibiotique préalable, c'est-à-dire il faut connaître la thérapie appliquée. Lors de l'analyse bactériologique, on n'obtient pas de résultats à cause des traitements antibiotiques préalables. Et dans ce cas-là, il est difficile d'avoir une bonne culture de la bactérie. Ce sont autant d'indications qu'il faut dire, qu'il faut indiquer aux fournisseurs de poissons. Les tissus, si c'est le rein crânial, la rate, le foie, le cerveau, où se trouve la lésion. Et il faut toujours conserver, réfrigérer et non pas congeler. En ce qui concerne les parasites, c'est pareil. Ce sont des parasites externes qui peuvent être observés. Alors, dans ce cas-là, on peut les recueillir et on va les conserver dans une solution d'éthanol à 70%. Et il faut rappeler que ce n'est pas l'éthanol qu'on va acheter au supermarché. Cela doit être de l'éthanol pur qui provient d'un laboratoire parce que sinon on va dénaturaliser l'échantillon. On peut également recueillir les contenus des sels et prendre une empreinte qui va être observée au microscope parce que les parasites intestinaux peuvent être diagnostiqués très rapidement à travers cet échantillon prise des intestins. Et enfin aussi la nécropsie. La nécropsie, dans ce cas-là, nous recevons dans notre service les poissons. On va les traiter dans la salle de nécropsie et on va suivre le protocole réglementé de nécropsie pour réaliser l'examen macroscopique d'abord et microscopique par la suite pour arriver au diagnostic histopathologique. C'est ce que je vais vous montrer justement dans ce stage de formation de comment suivre ce protocole réglementé de nécropsie. Avec cela, je termine cette partie de ma présentation. J'espère que vous avez pu comprendre, pu suivre toutes mes explications. Et maintenant, je vais mettre une vidéo. C'est la première partie du vidéo élaboré pour cette formation. Et après la vidéo, nous allons faire une pause pour pouvoir ouvrir le débat par rapport à tout ce que je viens d'expliquer dans cette première partie. Lo voy a poner, primero lo voy a poner en francés. Je vais lancer la vidéo tout d'abord en français. Tels que l'espèce, le risque.
Le matériel pour la nécropsie est le suivant. Un rapport de nécropsie où sont recueillies les données de l'animal, telles que l'espèce, l'origine, l'état de conservation, ainsi que la date et le numéro d'enregistrement correspondant. En outre, tous les résultats macroscopiques observés dans chacun des organes sont notés dans ce rapport. Le numéro d'enregistrement figure également sur le flacon de formol. Il faut également préparer à l'avance du matériel tel que des tubes pour le prélèvement de sang et des lames pour les frottis sanguins, le prélèvement de mucus ou les empreintes d'organes. Les instruments utilisés sont des ciseaux, des pinces, un scalpel ou un couteau, selon la taille du poisson. En outre, il convient d'utiliser des écouvillons pour les analyses microbiologiques, des bidons d'éthanol à 70% pour la collecte des parasites et des sacs hermétiques pour les analyses toxicologiques. S'il est nécessaire d'euthanasier le poisson avant la nécropsie, procédez comme suit. L'agent euthanasique de choix est ajouté et dilué dans un récipient ou un réservoir d'eau. Cet agent euthanasique dépendra de l'espèce et de la taille du poisson. Parmi les plus couramment utilisés, citons le MS-222, le 2-phénoxyéthanol ou l'huile de girofle. La dose pour l'euthanasie consiste en un surdosage de l'anesthésiant et est calculée sur la base des litres d'eau dans lequel le poisson est immergé. Une fois le médicament euthanasique dilué dans l'eau, le temps nécessaire sera attendu jusqu'à ce que le poisson présente une diminution et un arrêt des mouvements operculaires, une latéralisation de la nage et finalement un arrêt de la mobilité suivi de la mort. Si un prélèvement sanguin est nécessaire avant la nécropsie, le poisson doit être placé sur un sac thermique froid en décubitus latéral droit. À cette fin, en tenant le poisson, l'aiguille est insérée avec le biseau vers le haut dans la zone du pédoncule caudal, le long de la ligne médiane ventrale, en prenant comme référence la colonne vertébrale à travers laquelle passe la veine caudale, d'où le sang est prélevé. Cette procédure peut également être réalisée sur des poissons préalablement anesthésiés, qui, après le prélèvement de sang, sont récupérés dans un bac avec de l'eau et un aérateur. En fonction de la taille du poisson, on estime un volume de collecte de sang d'environ 1% du poids. L'aiguille est retirée de la cellule et le sang est placé dans le tube correspondant. Une goutte est mise de côté pour être placée sur une lame pour un frottis sanguin, en étalant la goutte avec une autre lame à 45 degrés. Le poisson est placé sur une balance électronique pour enregistrer le poids correspondant dans le rapport. La longueur du poisson est également mesurée en prenant la longueur furcale qui est prise de l'extrémité rostrale à la bifurcation des lobes de la nageoire caudale ou la longueur totale de l'extrémité rostrale à l'extrémité de la nageoire caudale. ¿De acuerdo? Très bien. Pues, este es el primer vídeo. Donc, vous avez vu la première vidéo. Nous avons encore quelques contenus, mais peut-être nous pouvons écouter maintenant vos questions ou commentaires. Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires, comme je vous avais dit, via le chat par écrit, ou bien vous pouvez lever la main et vous exprimer. Ok, vale. Bueno, pues... Très bien. Je vous propose alors une pause de 10 minutes jusqu'à 25. Et si vous êtes d'accord, nous reprenons en 10 minutes. Et de toute manière, je suis toujours à votre disposition et vous pouvez écrire dans le chat vos questions. Elles resteront là et on pourra répondre plus tard si nécessaire. Très bien. Alors, nous passons à la pause et on reprend en 10 minutes. Merci beaucoup. Très bien. Alors, j'avais dit que pour cette
deuxième partie de l'après-midi, je vais vous montrer une vidéo comme complément de ce que nous avons déjà vu, également dans les deux langues, en français et en espagnol. À partir du contenu du vidéo, je passerai aux slides. Je voulais aussi vous dire que la vidéo que nous avons enregistrée pour ce programme, c'est le protocole complet de nécropsie. Et vous allez le voir dans sa totalité le dernier jour, ce jeudi. C'est pas long, c'est juste 15 minutes. Mais de cette manière, vous pourrez voir toute la séquence en bloc. Et comme je le dis, nous allons pouvoir voir cette vidéo le jeudi. Et aussi sur le site web du projet RASPA, si je ne me trompe pas, vous avez les informations des programmes de formation dans le cadre du projet et cette information est disponible aussi pour tous les participants. Très bien, ceci dit, je partage avec vous cette deuxième vidéo. Une fois le poisson placé en décubitus latéral droit, on commence l'examen externe en se concentrant d'abord sur la peau. Desquamations, hémorragies ou ulcères peuvent être observés. Le mucus cutané est recueilli avec la lame du scalpel et étalé sur une lame de microscope pour un examen microscopique ultérieur. Un examen de la cavité operculaire est effectué pour visualiser les branchies en faisant attention à la présence d'anémie, hémorragie, nécrose, congestion ou la présence éventuelle de parasites. Il est conseillé de découper une partie de l'opercule, puis de découper une petite portion des branchies, qui est placée sur une lame et examinée au microscope. Toutes les nageoires du poisson, nageoire dorsale, nageoire caudale, nageoire anale, nageoire ventrale et pectorale sont ensuite examinés individuellement. Des signes tels que la congestion, hémorragie, déchirure ou la présence de parasites peuvent être observés. L'examen externe doit également comprendre l'examen des yeux et de la cavité buccale. Voy a responder a una pregunta que me hace el intérprete. Sí, como he dicho, toda la información del curso va a estar Oui, disponible. toute l'information est disponible sur le site web RASPA et aussi les vidéos. Une fois qu'ils seront édités, les vidéos seront disponibles aussi sur le site web, libre accès. Je ne m'avais peut-être pas très bien exprimé avant. Très bien. Alors, maintenant, nous allons approfondir sur ce contenu et je vais vous parler de l'examen externe, c'est-à-dire le tout premier pas de la nécropsie. Vous l'avez déjà vu. Nous allons passer en revue l'anatomie, la physiologie de la peau, comment mener le raclage, la prise d'échantillons de mucus, ce que l'on peut voir, l'étude des branchies et l'étude du frottis sanguin aussi. Alors, je vais vous expliquer tout ceci. J'ouvre la présentation. Vale. De acuerdo. Vamos a ver. Vale. Vale. Voilà, on y est. Lo que voy a enseñar exactamente es lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Es el contenido de la parte 2 y vamos a hablar de Alors voilà, deuxième partie, la vidéo, la peau, l'examen externe et la collecte de son. Et qu'allons-nous faire avec ce son?
Très bien, je commence avec ces éléments très basiques peut-être, mais qu'il faut savoir. Nous devons connaître l'anatomie. Nous devons connaître les différences anatomiques, physiologiques entre les poissons et d'autres animaux. De cette manière, nous pourrons bien comprendre les pathologies. Alors, je commence avec la peau. Tout d'abord, la peau, bien sûr, est la première barrière de protection contre le milieu environnant. Donc, il s'agit de l'organe qui est le plus en contact avec le milieu environnant, l'eau, dans le cas des poissons. Alors, nous avons 4 souches, comme pour n'importe quel autre animal. Épiderme, derme, hypoderme, et finalement, en profondeur, le muscle. J'imagine que vous connaissez ces souches comme pour tous les animaux. Néanmoins, chez les poissons, nous avons une certaine particularité. Je commence avec l'épiderme. Alors, dans ce cas-là, chez les poissons, nous avons cette image à droite. Nous avons cet épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Alors, vous voyez là plusieurs souches de cellules épithéliales et ce nombre de souches va varier selon l'espèce de poisson ou selon son cycle de vie, cycle reproductif, non reproductif, juvénal, adulte, etc. Il s'agit d'un épithélium non kératinisé. Voici la différence avec la peau de notre animal, un cétacé ici à gauche, par exemple. Donc, voici l'épiderme d'un cétacé et les dernières couches, vous voyez la kératine. Par contre, chez les poissons, nous n'avons pas cette couche kératinisée. Alors, l'épaisseur peut varier, comme je vous ai dit, chez les espèces, le sexe, le moment du cycle de reproduction, etc. Et toujours au niveau de l'épiderme, nous allons trouver les cellules sécrétant du mucus. Nous allons identifier ce mucus chez les poissons malades. Les cellules muqueuses vont produire ce mucus et ces cellules seront en périphérie de cette couche. Ce sont des grandes cellules et elles fabriquent des glycoprotéines. Ces glycoprotéines vont constituer le mucus principalement. Alors, au microscope optique, avec la teinture d'hématoxyline et éosine, la rutinaire histologie, vous voyez là alors les cellules muqueuses, ici en surface. Et de nouveau, vous voyez la taille des cellules. Ce sont des cellules grandes ayant un cytoplasme blanc. Si nous voulons voir en détail ces cellules, grâce au contenu de glycoprotéines, nous allons les voir grâce à la technique du PAS ou bien le bleu alcien. Avec cette teinture, nous allons voir alors ces cellules. Et ces cellules, vous le voyez, vont revêter l'épiderme. Le mucus est fondamental pour les poissons. C'est une protection de la peau. Ce mucus va perméabiliser la peau, va réduire la friction, va protéger la peau contre l'abrasion. Et même dans la bibliographie, nous pouvons identifier des travaux de recherche qui vont étudier la capacité immunologique du mucus contre différents micro-organismes. Nous savons que ce mucus contient des immunoglobulines spécifiques, lysozymes, protéases, etc.
se ha obtenido aquí el mucu. Ici, vous voyez l'obtention du mucus à l'aide de la lame. Et ici, vous voyez la plaque où la Listonella anguillarium va se développer. Avec le mucus, vous voyez une croissance, une inhibition de la croissance autour du hallux, où nous voyons le mucus. Donc, vous voyez autour du mucus, la croissance des micro-organismes est inhibée. Et ceci démontre la capacité du mucus de protection. Inhibition de croissance des micro-organismes. Chez le saumon, par exemple, aussi, vous voyez ces images. En Norvège, et aussi surtout en Écosse, vous voyez la présence de ces parasites copépodes qui vont adhérer à la surface, à la peau, ayant cette grande taille, et nous pouvons les retrouver nombreux, surtout en saumon en cage. Alors, nous voyons que les saumons ayant ces parasites auront cette peau. Vous voyez là, la quantité de mucus est diminuée. Non seulement en quantité, mais il y a aussi une qualité différente. La consistance du mucus est différente. Alors, si le mucus ne va pas recouvrir la peau, le parasite alors pourra s'adhérer plus facilement à la peau. Par la suite, nous avons en dessous la derme. Il s'agit d'un tissu connectif. Donc, vous voyez ici l'aspect au microscope et nous avons deux couches. Le stratum spongiosum et le stratum compactum. Donc, vous voyez l'aspect ici au microscope et selon les espèces, nous pouvons différencier différemment les deux couches. Ici, nous ne pouvons pas identifier les couches, mais pour d'autres espèces, le saumon par exemple, nous pouvons le voir davantage. Une zone collagène, réticulaire. Et ici, vous voyez ces cellules au niveau de la derme ayant une morphologie en étoile. Et ce sont les cellules qui vont fournir la couleur à la peau du poisson. Ce sont des chromatophores. Ces chromatophores ont une morphologie qui va varier selon l'espèce de poisson. Nous pouvons avoir des cellules complètement circulaires, linéaires, striées, etc. Et dès la phase de larve, nous allons identifier ces chromatophores. Donc, ce sont des cellules chargées de pigments ayant une différente nature. Nous pouvons retrouver des pigments mélaniques, des pigments rouges, jaunes, etc. Selon le temps, les chromatophores s'appelleront mélanophores, érythrophores, xanthophores, etc. Alors, comment va se distribuer cette cellule chromatophore? Celle-ci va varier selon le cycle de vie. À l'étage de larve, nous avons déjà ces cellules, vous les voyez ici en jaune, une larve de poisson zèbre, par exemple. Chez l'individu adulte, comme vous l'avez vu avant, cette espèce aura un grand nombre de cellules chromatophores et de différentes natures. Comparé à une souris, par exemple, vous voyez une quantité de chromatophores très augmentée par rapport à la souris, par exemple. Les structures de la peau du poisson est très particulière. Nous ne devons pas oublier la présence des écailles.
je demande à mes étudiants quelle est la partie la plus externe de la peau des poissons. La plupart des étudiants me disent toujours les écailles. Donc, c'est quelque chose qu'on pense savoir dès qu'on est petit. On pense que les écailles, ce sont les éléments les plus superficiels de la peau. Mais vous devez voir d'où partent les écailles. Et vous le voyez ici sur cette image. Ici, vous voyez l'épiderme, je la signale. Et ensuite, par-dessous, vous avez ces espèces de cavités. Et alors, c'est là, ici, et là, c'est là où nous allons retrouver cette ligne beaucoup plus intense, homogène, en rose. Ça, c'est les écailles. J'espère que vous puissiez suivre ma direction là. Voilà. Et ici à côté, à droite, vous avez le schéma qui représente cette naissance des écailles. Alors, avec ce dessin, je veux vous dire que les écailles ne sont pas les éléments les plus superficiels, puisque les écailles sont revêtues de l'épiderme. Ceci est logique. L'épiderme a ces cellules muqueuses qui vont produire le mucus de production. L'épiderme aussi présente des cellules immunologiques qui vont combattre les micro-organismes sont responsables de l'immunorésistance et en dessous de l'épiderme, nous avons l'écaille. Ceci est important pour éviter d'enlever les écailles quand vous manipulez les poissons. Si vous allez enlever les écailles, vous allez casser, entre guillemets, l'épiderme. Et là, vous ouvrez une porte d'entrée aux germes. Donc voilà, ceci est fondamental. Les écailles sont toujours en dessous de l'épiderme. Les écailles vont pousser avec cette disposition en anneaux. Je ne sais pas si vous avez d'expérience, mais avec l'étude des anneaux, vous pouvez calculer l'âge des poissons. Quelques aspects généraux. Là, vous voyez différents types d'écailles. Ici, nous avons des écailles ténoïdées ou cycloïdées. Ce sont les écailles les plus fréquentes. Et elles correspondent aux poissons que nous connaissons le plus. Vous les voyez ici sur cette image. La différence entre ces deux types d'écailles, c'est que les écailles ténoïdées ont justement cette rugosité et les autres sont plus lisses. Mais après, nous en avons d'autres comme les écailles placoïdées et sont ce type-là qui sont présentes surtout chez les requins. Nous avons les écailles ganoïdées. Ce sont des écailles rhomboïdes, articulées entre elles. Il faut toujours avoir des idées sur le type d'animal, le type de poisson sur lequel nous travaillons. Ce sont des aspects péculiers dont il faut tenir compte. Dans la peau, il y a aussi un autre organe sensoriel, c'est la ligne latérale. La ligne latérale se trouve plus ou moins au centre, plutôt au niveau dorsal. Et elle va parcourir tout le corps de l'animal. C'est l'organe sensoriel capable de capter les vibrations sonores. Elle est composée par une série de pores et de canaux. Et à travers ces pores, on va capter les vibrations sonores qui vont être reçues par des récepteurs mécaniques qui vont transférer les informations
au nerf cérébral. Voilà, des concepts basiques d'anatomie de la peau. Maintenant, je vais faire une pause parce que je crois que quelqu'un a posé une question, mais je ne sais pas si cette question s'adresse à moi. Pregunta si las escamas no tienen otra función que la de la edad. Vale. Están preguntando, ¿vale? Si las escamas no tienen otra función. Bueno, la función... On a posé une question sur le forum. On dit si les écailles n'ont pas une autre fonction. La fonction fondamentale des écailles est de protéger la peau. Mais il est vrai que cela n'est pas essentiel parce que nombre d'espèces de poissons n'ont pas d'écailles. Alors, comment ils ont été remplacés? Parce que ces espèces disposent d'une épiderme beaucoup plus épaisse. En fait, donc, les écailles sont fondamentales parce qu'elles fournissent de la résistance à la peau. Et après, ce qui concerne l'âge, ce n'est pas une fonction des écailles, mais ça veut dire que si l'on étudie les anneaux de croissance des écailles, on peut déterminer l'âge du poisson. Un âge approximatif, bien sûr. C'est la même chose que l'on fait avec ces pierres qui se trouvent, ces pierres entre guillemets qui se trouvent dans l'ouïe interne. Ces otolithes permettent d'identifier l'âge par leur croissance en anneaux. Donc, ce sont des outils, des moyens dont nous disposons pour estimer l'âge des individus. C'est surtout utilisé pour les biologistes pour pouvoir estimer l'âge des poissons. Bien, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser une nouvelle question. Maintenant, je vais commencer à parler de l'examen interne. Nous avons parlé de la peau, mais lorsque nous sommes face à un cas pathologique, nous pouvons observer des troubles dermiques et on peut identifier ce qui n'est pas normal et ce qui est normal, ce qui est pathologique. Ici, nous avons une dépigmentation dans ces deux secteurs. Nous avons d'un côté la peau normale dorée, mais dans la partie qui se rapproche de la queue, dans la partie caudale, la peau est dépigmentée. Il s'agit dans ce cas-là d'une dépigmentation associée au Flexibacter columnaris, une bactérie. Nous pouvons observer aussi d'autres troubles. Ici, je vous montre quelques exemples de comment nous pouvons apprécier quand la peau n'est pas dans un état de santé normal parce qu'elle présente des lésions. Ici, nous avons des desquamations, la perte des écailles. Nous avons des hémorragies qu'on peut bien apprécier sur la nageoire, dans la zone ventrale et dans l'opercule. Et dans cette zone centrale, il y a une perte complète d'épiderme. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une ulcération. Ici, vous pouvez apprécier aussi les mêmes lésions, la desquamation, perte des écailles, hémorragie dans cette zone et perte de la peau avec des petits ulcères. Voilà des lésions associées à Aeromonas hydrophila. Ici, je vous présente des barres et sur cette image, on peut apprécier des zones rougies, surtout
dans le nageoire anal, dans les nageoires pectoraux et également autour de l'opercule. Ici, nous voyons plus en détail, de plus près. Ce sont des hémorragies. Ce sont des hémorragies dans la peau. Et dans cette espèce, cela représente des symptômes cliniques typiques de l'infection par Vibrio. C'est la Listonella anguillarum. Cette lésion, dans ce cas-là, dans cet exemple, montre bien une zone avec une dépigmentation, probablement avec une perte d'écailles aussi. Mais il n'y a pas seulement de la dépigmentation, mais également sur la surface, on peut observer un exsudat qui couvre cette superficie. Lorsqu'on trouve ce type de symptômes, l'idéal serait de faire un raclage de la peau. Cela est fondamental. Si l'on procède de cette sorte, avec ce raclage, on pourra trouver la cause de cette lésion. Si on fait le raclage, on va rencontrer cela. On va l'observer à la loupe et le résultat sera ce que je vous montre en bas de l'image. Ce sont des champignons, des IFA. C'est de la saprolénia associée normalement à des desquamations, à des ulcères sur la peau. On peut également apprécier, rencontrer, dans ce cas-là, il s'agit d'un saumon. Et ici, on peut voir qu'il y a une perte de la coloration normale de la peau du saumon avec une zone beaucoup plus blanchâtre des tissus fibrotiques. C'est un tissu malade chronique déjà avec une cicatrisation d'une blessure, d'une plaie. Donc, ce qu'on a montré sur la vidéo, c'est comment procéder au raclage de la peau. Vous l'avez déjà vu sur la vidéo, c'est facile. Il s'agit, dans ce cas-là, de prendre le mucus avec un scalpel et le mettre sur la plaque du microscope. On va le couvrir et on va l'observer au microscope. Quelquefois, le mucus peut être coloré aussi, peut être teint. Si on croit qu'il peut avoir des agents bactériens, on peut suivre une technique rapide de Gram et on va savoir si ce sont des bactéries Gram positifs ou Gram négatifs. Cela va dépendre. On peut faire sinon aussi, on peut utiliser une autre technique de coloration, un Diff Quick, pour teindre le mucus ou faire aussi une coloration GEMSA si nous avons un soupçon de la présence de parasites. Moi, d'après mon expérience, je n'utilise pas la coloration. Moi, je vais observer cela au microscope et ce qu'on va identifier le mieux, ce sont les parasites. Si l'animal qu'on nous a apporté pour la nécropsie est un animal frais. S'il s'agit d'un animal réfrigéré 24 heures, c'est possible aussi, mais ça c'est difficile et congelé encore plus difficile. Mais si c'est un animal frais, on va pouvoir observer la présence de parasites. Ici, regardez bien cette image en haut à gauche, la peau de cet animal. Regardez bien, les écailles sont soulevées et il y a un aspect très rugueux. Ce n'est pas un aspect brillant et lisse comme est d'habitude la peau d'un poisson. Alors, lorsqu'on fait un raclage, on va trouver ces formes. Ce sont des flagellés, des protozoaires flagellés, c'est-à-dire il s'agit de ce type de
parasite Amylodinium ocellatum dans ce cas-là. Dans l'image en bas, ce sont des alevins de truites. Et alors, on va voir qu'il y a toute une série de points blancs sur la peau. Donc, des points blancs. Et après le raclage, vous pouvez rencontrer, j'essaie de lancer une vidéo. J'ai un petit souci technique. Ah, dommage. Je suis désolé. Il s'agirait d'une vidéo enregistrée qui devrait être lancée pour montrer l'évolution de ce protozoaire cilié. On apprécie le cilium, c'est le Cryptocarium irritans dans ce cas-là. Ici, c'est la même image de tout à l'heure que j'ai déjà commentée. Sur la surface de cette zone descamée, on va observer des champignons de Saprolegna. Ici, je vous montre encore d'autres images que j'ai pu obtenir. Ce sont tous des images qui correspondent à différents raclages de la peau qui permettent d'identifier la présence des parasites, des très divers parasites. Des fois, il est difficile d'identifier le parasite en question. Je ne sais pas de quel il s'agit. Je sais que ce sont des parasites et je vais voir si ce sont des parasites flagellés, ciliés, comment ils évoluent. Je vais voir si ce sont des protozoaires ou autres. Excusez-moi. Mais des fois, je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Alors, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est à partir de cette image, consulter des œuvres de parasitologie des poissons ou faire des recherches jusqu'à rencontrer cette forme, parce qu'il y a une énorme quantité de parasites et beaucoup d'espèces de poissons. Donc, on peut trouver des variétés très, très, très importantes. D'autres fois, les parasites sont visibles, comme le cas du Lernae, qui est accroché à la peau. Et c'est là, on peut le voir dans des poissons sauvages. Et dans des poissons d'aquaculture, ce n'est pas le parasite le plus fréquent. Et on peut rencontrer également d'autres types de lésions. Des lésions qui prolifèrent, qui se développent vers l'extérieur de la peau, qui ont plutôt un aspect d'une néoplasie, d'une tumeur avec une croissance vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est de prendre un échantillon pour faire de l'histiopathologie. Et ça serait le résultat de cette étude, une zone composée de hyperplasie des fibroblastes, ce qui est compatible avec la maladie lymphocystique provoquée par un virus qui va se reproduire dans les fibroblastes de la derme. On peut également rencontrer dans les nageoires des bulles de gaz qui peuvent être très facilement observées dans ce cas-là. Et ces bulles de gaz sont associées à une sursaturation de gaz. Dans les systèmes de culture dans lesquels on introduit de façon artificielle de l'oxygène, on peut provoquer un déséquilibre qui pourra être la cause de cette sursaturation de gaz. Et alors, cela va entrer dans les tissus des poissons. C'est ce gaz qui va entrer dans les tissus en forme de bulles. Concernant la préparation des branchies, ce qui a déjà été illustré aussi par la vidéo, on va prendre
un fragment de branchie, on va le mettre sur la plaque pour l'observer au microscope et on peut voir dans ce cas-là sur les branchies des parasites aussi. Je recommande toujours, comme j'ai déjà dit, que cela doit se faire avec des poissons frais. Je vais essayer de lancer les vidéos. Cela se fait sur des poissons frais, parce que si on le fait après 6 heures du décès, les parasites, on ne pourra pas les observer parce qu'ils ne se déplacent plus et ça sera de plus en plus difficile de les voir. Par contre, avec le poisson frais, on va retrouver des images comme celle-ci, c'est-à-dire et tout simplement avec un raclage ou si l'on coupe quelques petites lamelles de la zone en question, on va pouvoir observer les parasites qui se déplacent encore. Je vous ai montré là les images correspondant à des protozoaires et ici, je lance toutes les vidéos et dans ce cas-là, ce sont d'autres parasites dans les espèces qui sont fréquentes dans notre milieu, des dorades, des bars, ce sont les parasites les plus fréquents pour ces espèces. Et ici, vous voyez les résultats de raclage ou de branchies qui ont été prélevées. Encore d'autres images de parasites visibles sur les branchies, l'ergacillus. Et également, sur cette branchie, vous pouvez voir cette zone un peu jaunie qui correspond à une zone nécrosée. Dans ce cas-là, on va procéder au raclage et on ne va pas observer des parasites dans ce cas-là, mais on va faire un diff quick comme technique, on va l'appliquer. Le diff quick, on va voir la bactérie qui s'est répandue et avec le même mucus de cette branchie prélevée, on fait un test de grammes et ce sont des grammes négatives pour observer donc cette bactérie. Encore une autre lésion, vous pouvez voir une anémie au niveau de la branchie, donc vous voyez que la branchie est blanchâtre, une perte de sang, ou bien ici, vous voyez l'image d'une congestion des branchies, c'est-à-dire la couleur rouge intense est plus importante. Et à la loupe, vous voyez ici l'image. Vous voyez que tous les vaisseaux sanguins au niveau de la branchie sont dilatés, plein de sang. Donc, vous voyez une congestion bronchiale. Cette lésion s'appelle télangiectasie bronchiale. Il y a une dilatation de petits vaisseaux. Ceci provoque saignement dû à cette augmentation de la pression. Comme nous avions mentionné sur la vidéo, nous ne devons pas oublier la cavité orale. Parfois, c'est difficile d'ouvrir la bouche du poisson, mais dans la mesure du possible, il faut l'ouvrir. Ceci est important puisque dans certaines espèces, nous allons retrouver ces parasites dans les bars. Ce sont des bars en culture où nous pouvons identifier la cératothoa à l'intérieur de la cavité orale. Ou bien, nous pouvons voir d'autres lésions, comme par exemple la présence d'hémorragie dans la cavité orale ou sur la langue, dans le cas de la Yersinia rookerio. C'est la maladie typique de la bouche rouge, on s'est appelé. Et aussi, dans le cadre de l'examen externe, nous devons étudier aussi l'œil. Exostamie, une sortie de l'œil vers l'extérieur ou la présence de bulles de gaz. L'œil est très sensible à cette présence de bulles ou bien une présence d'un parasite. Dans ce cas-là, des vers très longs qui appartiennent au genre Diplostomus,
qui vont rentrer dans l'œil. Ou bien ici, nous devons observer le cristallin. Là. Ici, vous voyez une opacité cornéenne, une cataracte chez le saumon, par exemple. Aussi, vous l'avez vu dans la vidéo, dans la mesure du possible, c'est intéressant, le prélèvement de son. À partir de l'analyse du son, nous pouvons avoir une idée sur le diagnostic. Nous pouvons faire ce prélèvement juste après euthanasier le poisson, ou bien, suite à l'anesthésie, nous pouvons prélever du sang et ensuite, le poisson peut de nouveau être libéré suite à l'anesthésie. Bien, juste après le décès. Vous l'avez vu dans la vidéo, la technique principale, c'est la ponction de la veine caudale, ici, en bas. Nous pouvons aussi, selon les espèces, faire recours à la ponction intracardiaque, directement sur le cœur. Par exemple, chez les saumons. Il faut constater que le volume sanguin des poissons est réduit par rapport à celui des autres vertébrés. Il représente 2 à 4% du poids du corps. Donc, nous devons savoir quel est le poids du poisson pour avoir une idée du sang que nous pouvons prélever. 150, 200 grammes de poids, par exemple, alors là, nous pouvons extraire une seringue d'insuline, pas plus. Approximatif. À partir du prélèvement, nous allons mener un test biologique comme pour n'importe quel animal. Nous allons identifier les différentes composantes, les protéines, albumine, ammonium, cholestérol. Selon les espèces de poissons, nous avons une base de données et nous avons une idée générale des concentrations de cholestérol par exemple, selon les espèces sauvages ou bien des poissons d'élevage, ou bien la lipase, les protéines totales, triglycérides, etc. Nous pouvons suivre ce guion et là où nous allons identifier des altérations, il y aura peut-être une pathologie derrière. Nous allons mener aussi un hématocrite, comme pour d'autres animaux. Normal, vous voyez ici le taux normal, 26%. Même technique que pour d'autres animaux. Comptage des érythrocytes avec la chambre, Neubauer, comme avec les autres animaux. Ce comptage est important. Si nous voyons une grande quantité d'éosinophiles, comme pour d'autres animaux, ceci est lié à la présence de parasites. Ici, chez le poisson, pareil. Alors là, il faudra vérifier quelles sont les cellules plus nombreuses. Ou bien, comme vous avez vu dans la vidéo, mener un frottis sanguin. Nous allons étaler le sang à l'aide de la lame sur une deuxième lame et nous allons étudier le sang au microscope. Là, il faut pratiquer aussi pour identifier les différentes cellules sanguines. Là, vous voyez des globules rouges, surtout. Vous les voyez ici avec le nucléus. Et ici, par exemple, nous avons cette grande cellule ayant un cytoplasme vacuolisé. Il s'agit de monocytes. Ou bien ici en bas, vous voyez des nucléus basophiles. Ce sont les lymphocytes. L'étude est facile. Nous allons identifier des érythrocytes matures et immatures ou bien des leucocytes.
Parmi les leucocytes, nous pouvons retrouver des granulocytes, c'est-à-dire des granules dans le cytoplasme ayant une différente nature, ces granules neutrophiles, eosinophiles, basophiles. Nous pouvons aussi retrouver des monocytes, c'est-à-dire macrophages, lymphocytes ou bien les thrombocytes. Les thrombocytes, c'est les plaquettes. Les poissons ont ces thrombocytes qui vont remplir la fonction des plaquettes que nous connaissons. Nous avons ces données à partir d'un article de recherche. Vous aurez cet article aussi disponible pour vous. Et vous voyez ici différentes images de globules rouges, matures ou bien immatures, plus ronds. Vous les voyez ici, les premiers. Ou bien ici au milieu, vous voyez des granulocytes, des cellules beaucoup plus grandes qu'un globule rouge, ayant un granule dans le cytoplasme, ou bien ici en bas, vous voyez ces cellules, ce sont des monocytes. Encore d'autres images, ici à gauche, des globules rouges, matures, ou bien ici à droite, immatures. Vous voyez ici la forme plus ronde. C'est important d'identifier ces globules immatures. S'il y a une hypoxie chronique, la production d'érythrocytes sera augmentée. Et nous allons retrouver un grand nombre de globules immatures. Ceci va nous aider pour le diagnostic. Ensuite, granulocytes. Grandes cellules ayant les granules dans le cytoplasme. Les plus fréquentes sont les éosinophiles, mais nous pouvons aussi retrouver des neutrophiles ou des basophiles. Monocytes, macrophages, nous les avons mentionnés. Vous voyez ici cette cellule assez grande et vous voyez ici ce cytoplasme vacuolisé. Finalement, les monocytes vont phagocyter les agents pathogènes. Alors, ils ont ce cytoplasme activé. Le cytoplasme des macrophages sera activé pour cette phagocytation. Et ici, les lymphocytes. Dans le frottis, les lymphocytes seront regroupés. Ceci est très particulier. Vous allez les voir de cette manière. Vous voyez les cellules, la plupart ont des nucléus et un hallux très petit dans le cytoplasme, et le nucléus est très basophile. Donc voilà, c'est regroupement de lymphocytes. Et à l'intérieur de ces cellules, parfois, vous pouvez voir ces cellules plus allongées, ayant deux extrémités, de cette manière, comme ça, allongées. Donc, ceci est un thrombocyte. Les plaquettes que j'ai mentionnées. Parfois, on peut les confondre avec des lymphocytes. Alors, ils peuvent être confondus avec les lymphocytes, les thrombocytes. Ils sont très similaires parfois. Alors, nous allons mener un comptage des cellules. Normalement, dans le frottis, nous avons 96% d'érythrocytes et 3-4% de leucocytes. Voici la proportion. Parmi les globules blancs, vous avez surtout les lymphocytes, 90%. Et là, vous voyez le rapport moyen lymphocyte-thrombocyte. Tous les deux lymphocytes, nous allons retrouver un thrombocyte. Vous voyez ici la relation. Ce sont des leucocytes, mais nous allons retrouver un thrombocyte.
si nous n'allons pas bien les identifier. Alors, le rapport lymphocytes-thrombocytes, 1,42, 1. Sous une situation de stress, nous allons avoir beaucoup plus de monocytes, beaucoup plus de granulocytes. Ce rapport va changer. Donc, il faut connaître cette formule pour les espèces qu'on travaille ici. Aux Canaries, on travaille avec des bars, des dorades. Alors là, je sais plus ou moins que je vais retrouver cette formule normale. Si j'ai un rapport différent, alors le frottis m'aide à établir un diagnostic concret. Très bien, avec ceci, je crois que j'ai fini cette présentation. Merci. Très bien, alors nous avons fini avec le contenu. Quelle est la formule pour estimer l'âge des poissons avec les écailles? Vous demandez sur le chat. Alors, j'avoue que je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais fait. Je dois vérifier. Je sais que c'est quelque chose que les biologues font avec leurs études biologiques, mais ce n'est pas mon domaine. Si vous êtes intéressé, je peux me renseigner, mais j'avoue que je ne connais pas cette formule. Voici ma réponse honnête, mais je peux me renseigner, bien sûr. Alors bon, avec ceci, nous avons fini le contenu pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, nous avons encore un peu de temps, donc on peut consacrer ce temps qui nous reste à ce débat, si vous voulez. La parole est à vous.